Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 2 juin. Mobilisation cet après-midi des agriculteurs des Bouches-du-Rhône et du Gard contre la ligne aérienne à haute tension qui reliera Fos-sur-Mer à Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Les agriculteurs estiment la ligne destructrice pour l'agriculture et la biodiversité. Ils demandent l'enfouissement de la ligne sur les terres des opérateurs publics pour épargner les terres agricoles et préserver les exploitations. 2 départs de convois de tracteurs cet après-midi en direction du Palais des Congrès d'Arles. Réaction au micro de Mathis Muru. On se sent violé. J'aimerais que la ligne ne passe pas, qu'ils fassent ce qu'ils ont dit, qu'ils l'enterrent ou quoi. On a peur pour nos exploitations. Il paraît que c'est pas bon pour les animaux. C'est pas bon pour les animaux, c'est pas bon pour les êtres humains. Moi je suis éleveur bovin, donc j'ai peur pour mes enfants aussi, pour la santé de mes enfants et tout. Si elle passerait derrière le mas, moi, ça serait catastrophique, quoi. Voilà, ça serait catastrophique pour mon exploitation. Donc j'espère qu'ils vont faire ce qu'ils disent, de l'enterrer, parce qu'on n'est pas contre de leur truc de la décarbonation, mais il faut qu'ils fassent des trucs dans les règles de l'art, quoi, qu'ils nous passent pas dans les masses comme ils veulent faire, quoi. Et le dénouement de la réunion est attendu à 20h30, un dernier espoir pour les agriculteurs d'obtenir un accord. Face à la colère des chauffeurs de taxi mobilisés depuis plus d'une semaine contre la réforme du transport sanitaire, le gouvernement annonce une intensification des contrôles contre les VTC ainsi qu'une série de réunions locales et techniques. Objectif, désamorcer la crise avant l'entrée en vigueur d'un nouveau système de tarification prévu pour octobre. On écoute Sabrina Sabena, présidente de l'Union des VTC du Sud, au micro de Manuel Danlois. On s'entend pas trop mal dans le sud avec la corporation taxi, puisqu'on a un petit peu les mêmes ambitions qui sont la revalorisation de la profession, qui sont donc vraiment la professionnalisation aussi du métier. Maintenant, on comprend leurs difficultés, ils leur refusent un numerus clausus par principe, par vieille école, mais ils se voient aujourd'hui envahis par plusieurs centaines de milliers de chauffeurs. Problématique très exacerbée dans le sud, donc forcément quand on reste 5 ou 6 heures en station au profit des plateformes, c'est compliqué. Alors les plateformes sont aussi dans le collimateur ? On espère que des vraies règles vont être instaurées, de vraies obligations fiscales et sociales, et qu'à un moment donné, le gouvernement va aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les plateformes, et arrêter de taper sur la tête des petits artisans et des entrepreneurs qui essaient simplement de survivre aujourd'hui avec des tarifs qui sont ras les pâquerettes. Et justement, les plateformes qui hébergent les VTC seront convoquées demain par le gouvernement. À la page justice, le procès Apollonia touche à sa fin. C'est la dernière semaine de ce procès exceptionnel. Le procès entamé le 31 mars dernier met en lumière l'escroquerie immobilière qui a ruiné plus de 300 familles par Jean Badache, le créateur de la société aixoise Apollonia. Le montant de l'escroquerie dépasse le milliard d'euros. Les réquisitions du procureur de la République ont débuté ce matin à la caserne du Muy et se sont terminées cet après-midi. Des peines sévères requises contre les époux Badache. Comme je dirais, c'est une bonne partie du deuil de cette affaire qui est en train de se réaliser. C'est pour moi quelque chose, c'est une page qui est à moitié tournée. On verra le reste en temps utile. Et de toute façon, c'est pas fini parce que je suis persuadé, bien que, à mon avis, ce soit un peu illusoire, ils vont faire des appels, etc. Enfin, utiliser tous les droits de recours que la loi permet, et c'est normal, je dirais, d'un certain côté. Après, c'est eux de prendre le risque ou pas, de voir aggraver ou pas. On a tous le même objectif, la même philosophie. Je veux dire, tous les médecins, tout ça, je veux dire, enfermer des gens pendant des années. Je dirais, bon, certes, je dis pas qu'ils ont pas tué personne, parce qu'il y en a qui, à mon avis, sont pas loin de l'avoir fait, de manière indirecte, certes, mais quand même. Mais bon, voilà, il s'est passé 17 ans depuis, quoi. Donc, après, la justice des hommes, c'est la justice des hommes. Après les réquisitions, place aux plaidoiries de la défense. Jusqu'à vendredi, le délibéré devrait intervenir dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À partir de dimanche, fumer sera interdit dans de nombreux lieux publics, parcs,
Jardins, abris de bus, installations sportives à bord des écoles. La mesure portée par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, concernera aussi les plages. Comment les Marseillais accueillent cette nouvelle interdiction? Élément de réponse à la plage de l'Escale-Borelli au micro de Nordine Ali Saïd. Je suis complètement d'accord et même au-delà de protéger les enfants, ça protège aussi les autres non-fumeurs. Donc j'ai toujours été détesté en fait la fumée de cigarette, donc moi ça m'arrange clairement. Ça change rien parce que il y a plein de gens qui fument et il y a personne qui va respecter cette règle. Du coup, ça sert à rien. Et est-ce que vous allez la respecter? Non. Non. On ne peut pas fumer dehors. On va fumer où? À la maison? C'est compliqué. C'est plus pour les enfants qui font ça, donc ça peut être bien. Après, malheureusement, quand on est dehors, on a toujours envie de fumer, c'est toujours bien, le soleil tout nous donne envie. Donc je suis un peu pour et un peu contre parce que moi, en étant fumeuse, j'aime bien me poser avec mon verre, fumer, tout ça. Donc je suis un peu mitigée. En cas de non-respect de cette mesure, les contrevenants s'exposent à une amende de 4e classe, soit 135 € d'amende. On continue cette page anti-tabac avec l'hôpital de Martigues, aujourd'hui sur un stand à l'entrée de l'établissement. Addictologues et professionnels de santé se sont réunis pour faire de la prévention. Reportage Alexandre Perroux. L'hôpital de Martigues a organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation au risque du tabagisme, l'occasion pour les fumeurs de venir rencontrer des professionnels de l'addictologie, un premier pas pour se faire accompagner vers l'arrêt de la cigarette. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un petit peu informer les gens de l'arrêt du tabac et les bénéfices à l'arrêt. Eh bien, c'est toujours meilleur pour la santé d'arrêter de fumer et tout est possible, rien n'est impossible. Et il y a beaucoup plus de chances si les gens sont accompagnés. Pour venir en aide aux fumeurs, le personnel propose différentes méthodes physiques mais aussi psychologiques. On propose des prescriptions de patchs, donc des substituts nicotiniques. On propose aussi un accompagnement, donc nous dans le sein vraiment du service, on propose un accompagnement psychologique avec donc notre psychologue Madame Vidal. On propose aussi des consultations tabacologie. C'est vraiment aussi pour développer et pour montrer un petit peu le service, montrer qu'il existe, qu'on peut les accompagner, etc. Nadia fume depuis qu'elle est jeune. Aujourd'hui, elle essaye d'arrêter, ce qui n'est pas facile pour elle. C'est très très difficile. J'ai réussi une fois et j'ai confiance pour réussir une deuxième fois. Ça nous aide beaucoup et ça nous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qui peut nous aider aussi. En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès par an. Et cette action pourrait être amenée à se reproduire cette année. On vous tiendra bien entendu informé. Cette semaine, une vaste opération de police baptisée Jumbo 2 s'est déroulée dans plusieurs villes des Bouches-du-Rhône. Après une première opération il y a près d'un mois, cette nouvelle mobilisation a réuni près de 700 agents de l'État, policiers, gendarmes, douaniers, tous engagés pour, je cite la préfète de police déléguée du 13, lutter contre la délinquance du quotidien. À Marseille, plusieurs commerces autour du centre-ville ont été contrôlés. Reportage Nordine Ali Saïd. Premier contrôle à quelques rues du quartier de Belzunce dans le centre-ville avec ce coiffeur qui semble être en règle. Il a une attestation de qualification de coiffeur et après on va faire les recherches avec l'URSSAF pour voir si effectivement il est déclaré ou pas. À quelques pas, à la rue d'Aix, d'autres commerçants sont agacés par la multiplication des contrôles. À un moment, c'est gavant, vous voyez, vous venez me contrôler une fois, deux fois, trois fois. Vas-y, c'est pas grave. Au bout du 4e fois, 5e fois. Ces contrôles ne se sont pas limités au commerce. Sur la Canebière, des tresseuses ont été sommées de partir sous peine d'une amende de 400 €. On demande simplement de libérer l'espace public pour que les piétons et les vélos puissent circuler, parce qu'en fait c'est ce qui est la première gêne sur la Canebière, parce qu'elle se met tout le long de la Canebière et il faut un barrage. Et donc on a beaucoup de plaintes en ce sens, c'est pour ça qu'on agit de manière fréquente sur ce périmètre. Commerce, artisans de rue, grand axe routier, les contrôles s'étendent bien au-delà de Marseille. Au total, 700 agents sont mobilisés dans les Bouches-du-Rhône. Une volonté affichée de lutter contre la délinquance au quotidien selon Corinne Simon, préfète de police déléguée du département. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. La République est présente et doit rester présente partout. C'est un peu l'idée et surtout de permettre à la population de vivre sereinement, calmement, paisiblement
et on dit non à la délinquance et on est là pour ça. À l'approche de la période estivale, une prochaine opération Jumbo est prévue dans quelques jours afin de sécuriser le littoral. On reste à Marseille avec du street art malmené, comme vous pouvez le voir sur ces images. Cette œuvre de Banksy a été dégradée dans la nuit de samedi à dimanche avant d'être remise en état par un artiste marseillais aidé d'un peintre en décor du patrimoine. L'œuvre de l'énigmatique artiste avait été découverte vendredi au niveau d'un tunnel situé rue Félix Frégier, tout près de la plage des Catalans. C'est l'artiste lui-même qui en avait révélé l'existence via une photo sur son profil Instagram. Réveil difficile ce dimanche pour les supporters marseillais. Le PSG a rejoint l'OM parmi les clubs français qui ont remporté la Ligue des Champions. Une déception pour les supporters phocéens qui étaient nombreux sur le Vieux-Port samedi soir. Ils souhaitaient tous la victoire de l'Inter, mais rien ne s'est passé comme prévu. Réaction au micro de Flavio Noriga. Je suis vraiment dégoûté, mais vraiment dégoûté. Genre franchement, je pensais jamais, on m'aurait dit il y a 15 jours que le PSG allait gagner 5-0 en finale, j'aurais jamais pensé déjà pour commencer. Ça reste assez embêtant de les voir gagner parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait, c'est pas la soirée qu'on avait imaginée et du coup on a un peu subi tout le match. On aurait aimé partir limite à la mi-temps, on aurait pu partir que voilà. En plus, voilà, en tant que Marseillais, on voulait bien rester les seuls à à la gagner. On aurait bien voulu célébrer la victoire de l'Inter, mais surtout la défaite de Paris. Mais bon, après, en vrai, c'est mérité, mais qu'est-ce qu'on est dégoûté. Il faut juste des fois être objectif, mais ça fout la haine. Mais bon, c'est la meilleure équipe qui a gagné, je pense. Pour un autre club français et surtout un rival voir remporter la Ligue des Champions, ça fait mal en tant que Marseillais. L'OM reste quand même à jamais les premiers. Et Paris sera à jamais les deuxièmes. Ça va être notre seul argument, je pense, maintenant. Retour à Martigues, au quartier Paradis Saint-Roch. Vendredi et samedi, 2 jours de célébration sont prévus à l'occasion des 50 ans du quartier. Toute la semaine, la rédaction vous propose des portraits de personnalités qui ont marqué ce demi-siècle au cœur de Paradis Saint-Roch. On démarre aujourd'hui avec Micheline Simiakos, dite Michou. À 80 ans, elle a vécu la moitié de sa vie à Paradis Saint-Roch. Elle nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était la vie du quartier. On allait manger là-bas. Quand on faisait le couscous ou la marmite de poisson, on avait des tablés terribles. Et quand on allait en réunion, c'était toujours les mêmes. Toujours. C'était populaire et on avait l'impression d'être tous des enfants et tout se passait bien. J'étais très bien, mais maintenant, c'est dur. Si je peux, je pars. Et vous ne serez pas triste, vous pensez de quitter ce lieu dans lequel vous avez passé tant de temps et tant de belles années? Ben, ça me coince un peu, parce que mon âme est ici. Hein. Vous avez l'impression que le quartier que vous avez connu, que vous avez aimé, n'existe plus? Ah, c'est plus celui-là. Non, c'est plus celui-là. La vie était merveilleuse, il y a 40 ans. On pouvait oublier le porte-monnaie chez l'épicier. On vous le ramenait dans la minute qui suivait. Il n'y avait plus tout ça. Je le regretterai, ce quartier. Parce que dès que je sors, d'abord, quand je descends faire des courses, je n'arrive pas à rester chez moi et revenir au bout d'une heure. Non, parce que tout le monde m'arrête. Non, assieds-toi un peu, on va blaguer. Voilà. Mais ça, je l'ai encore gardé, parce que je connais beaucoup de monde. Et rendez-vous demain pour un nouveau portrait d'habitants du quartier de Paradis Saint-Roch. Le foin de Crau a été célébré ce dimanche à Entresaint. La fête du foin symbolise l'importance de cette agriculture pour tout le territoire de la plaine de Crau. Reportage Flavio Noriga. À Entresaint, on est fier de son foin. Ce dernier est reconnu mondialement pour sa qualité. La production de foin est à la base de quasiment tous les agriculteurs et producteurs locaux du secteur. Mais cette culture est en danger. On écoute Jérôme Lescaut, agriculteur et producteur de foin.
On est en perte, nos exploitations sont en difficulté. Il y a de moins en moins de bêtes au niveau français, européen et même mondial. Et de ce fait, les bêtes n'arrivent pas à manger toute la production de foin. Aujourd'hui, le prix de vente va se vendre à environ 150-160 €. Alors pour que nos exploitations s'en sortent, il faudrait qu'on vende notre foin au minimum à 200 € la tonne. Un danger qui en amène un autre, celui de la recharge de la nappe phréatique. 70% de cette dernière provient de l'irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau. La perte d'eau liée à cette agriculture du foin impacterait la zone sur tous les plans, selon la présidente du CIMCRO, Céline Tromentin. On pourrait avoir des déficits de recharge de la nappe phréatique de la Crau qui alimente 300 000 habitants du territoire en eau potable. Nappe phréatique qui alimente aussi la zone industrielle eau-portuaire de Fos, qui alimente les 2 bases aériennes d'Istres et de Salon de Provence stratégiques sur ce territoire, et donc du coup qui alimente la vitalité économique, démographique de ce territoire. La sauvegarde des 13 000 hectares d'agriculture de foin est donc très importante pour la nappe phréatique, selon le CIMCRO. Un schéma d'aménagement de gestion des ressources sera installé par le préfet à la mi-juin pour travailler sur le maintien de tous les usages de l'eau sur le territoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.